a été hyper triste que Manu soit mort, évidemment, sauf que les enfants ont leur façon d'avancer que nous, on n'a pas ou qu'on n'a plus. Et donc, elle a sa façon de vivre. C'est une enfant, j'ai pas le droit de lui enlever ça, j'ai pas le droit de la rendre triste tout le temps ou de la ramener tout le temps à des mauvais souvenirs. Surtout quand je vois qu'elle arrive à avancer, elle n'est pas obligée d'avancer à mon rythme. Si elle avance plus vite, c'est bien. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage. Comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, cet épisode est la deuxième partie d'un épisode en 2 parties où Lily raconte comment elle a totalement revu et repensé son rapport à la maternité après la mort soudaine de son amoureux. Encore un grand merci à Lily pour ce partage et son témoignage. Je vous souhaite une belle écoute. Bon. Retour de pause clope. Petite clope, petit café. Ça va mieux. Ça va mieux, Lily? Oui. Tu m'as lu un message que tu as envoyé à un de tes amis, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était hier. Tu m'as dit que tu étais un peu dans un mood un peu down en ce moment? Oui. Tu lui as lu un truc et tu me l'as lu et tu lui as écrit un truc, pardon. Tu me l'as lu. Je me suis dit que sans doute ça valait la peine de, si tu veux bien, le lire à ce micro, quoi. Eh bien, en fait, je lui avais dit, je sais que ça sert à rien de dire ça, mais Manu me manque tellement. Et il m'a dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça coûte rien de le dire, ça fait parler de lui, ça fait plaisir que tu m'en parles. Mais est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a ramené ce souvenir aujourd'hui? Parce que ça fait longtemps que j'en parle plus trop. Enfin, je parle de lui, mais pas en mode il me manque, je suis triste et tout. Je parle de lui, de la vie, voilà. Et du coup, je lui ai répondu... Ah mais non, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est tout le temps. J'ai juste essayé d'arrêter de le répéter tout le temps, la même chose. Parce que j'ai peur de saouler les gens avec mes états d'âme inutiles, parce que personne n'y peut rien, et que je m'auto-saoule aussi à être en boucle sur ça. Mais il y a des phases de down plus que d'autres. Quand je fais le bilan de ma vie depuis lui, je me rends compte à quel point j'ai été active, j'ai fait 1 milliard de choses, je me sens particulièrement chanceuse et tout me réussit. Je n'ai jamais été autant successful sur autant d'aspects simultanément. La chance me sourit à tous les coins de rue et il ne m'arrive que des trucs cool. Et pourtant, à l'heure du bilan, rien ne me plaît, rien ne me va, rien n'a de goût, rien ne me satisfait, rien ne me rend heureuse. Rien n'évolue en moi. Le succès n'est qu'une vitrine insipide de moi-même. Je me sens comme un unijambiste qui essaye de remporter une course contre des valides. À un moment, je suis rentrée dans un cycle de soirées débauches à répétition, faire la fête des nuits entières et consécutives, pire qu'à 20 ans. Mais ça ne me laisse aucun souvenir. Ni les lieux, ni les rencontres, ni la musique, ni les odeurs, à part le mal de crâne des lendemains. Et je suis vraiment très, très, très fatiguée. Depuis une quinzaine de jours, je dors 13-14 heures par nuit et parfois je fais en plus des siestes dans la journée. Rien n'est aussi chouette qu'avec Manu. Des moments juste simples où même quand il n'y avait rien de spécial, j'étais juste heureuse de l'aimer. Ça me rendait juste heureuse de le regarder vivre. Il était juste là, posé à table à manger un yaourt sans qu'on se parle. Et j'étais heureuse de le voir manger un yaourt.
Il n'y avait pas besoin de faire des milliards de choses hors normes pour trouver une émotion. Je me sens fade et stérile, je suis blasée partout. Par le taf, l'argent, par la ville, les voyages, les mecs, le sexe, les gens, l'été et les fêtes. Je crois que j'ai assez menti et fait semblant, et je suis fatiguée de devoir aller bien. J'ai rencontré une fille début février qui a perdu son mec il y a 8 ans dans un accident de scooter aussi. On en a énormément parlé et j'étais abasourdie tellement nos histoires étaient similaires en tout point. Mais la conclusion était juste que ça fait 8 ans pour elle et qu'elle n'a jamais tourné la page ni réussi à trouver un semblant de bonheur dans ce qu'elle fait. Et sans vouloir me projeter en elle, je ne vois pas le bout du tunnel et je ne suis pas convaincue de l'intérêt de continuer à vivre sans lui. Bon, ce message est beaucoup trop long et je vois trop flou. Bref, je suis fatiguée. Bonne nuit. Voilà. Et tu lui as envoyé juste après, effectivement, une vidéo où Manu est en train de manger son yaourt. Exactement, oui, parce que j'avais cette habitude de... Enfin, justement, c'est ce que je te disais, c'est que quand je te dis que j'aimais le regarder vivre, que ça me rendait heureuse de juste le voir là, c'est pas juste que je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que j'idéalise l'histoire parce qu'elle est terminée de cette façon. Mais je n'idéalise pas l'histoire, je l'aimais vraiment et les preuves sont là. Là, il était vivant sur ma vidéo et j'ai quand même 3 minutes 50 de vidéo où il mange un yaourt. Et que tu kiffes. Et que j'adore ça. Elle a aucun intérêt, cette vidéo. Enfin, normalement, on filme quand on est à un concert, on filme quand il se passe quelque chose, les gens sortent leur téléphone, ils filment. Moi, je filmais juste parce qu'il était là et qu'il vivait. Et juste quand je le regardais vivre, ça me faisait plaisir. C'est tout. Des fois, je l'ai filmé s'habiller, porter un t-shirt. Je le filmais juste traîner sur son téléphone. Mais j'ai des tas de vidéos complètement inutiles où je le filmais juste vraiment en train de vivre et c'était quelque chose qui me rendait heureuse. Je crois que c'est ce qu'on appelle l'amour, hein. Je crois que je l'aimais vraiment. Oui. Tu dis dans ce message que t'en as marre de faire semblant d'aller bien. Oui. T'as l'impression d'avoir fait semblant, c'est ça, d'aller bien depuis 1 an et demi, là? Oui. Je ressens une espèce d'injonction du bonheur qui me fatigue. C'est-à-dire que là où avant, j'étais une personne plutôt heureuse, plutôt bisounours, aujourd'hui, le bonheur me répugne, me dégoûte. Je n'en ai pas envie et je n'envie pas du tout les gens qui sont heureux. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est un peu la dépression. Oui, je crois qu'on appelle ça le deuil aussi, tu vois. Aussi. Ça fait partie du process, quoi, tu vois. Aussi. Et du coup, c'est là que je voulais aussi en profiter. Vas-y. Pour te lire un autre texte que j'ai écrit que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, c'est la première fois de ma vie que je suis en dépression et sous antidépresseurs. Et avant, je savais pas ce que c'était que la dépression. Du tout. Et c'était pas du tout moi. Et à un moment, je me suis imaginée rencontrer un ami dépressif. Donc, c'est un ami imaginaire à qui j'écris une lettre. On va revenir après à ta vie de daronne. Parce que oui. Il y a un sujet. Oui. Mais peut-être que c'est lié justement à la dépression. Je crois que c'est lié. Bien sûr. Et du coup, donc, ce texte est une lettre que j'écris à un ami dépressif. Mais c'est un ami imaginaire. Et j'ai appelé le texte Ode à la dépression. Et voilà. Vas-y, on t'écoute. La dépression est de retour. Du moins, elle ne m'a jamais quittée depuis qu'elle s'est installée. Les anciens dépressifs me disent d'ailleurs que lorsqu'on a goûté à la dépression une fois, on est condamné à vivre toute la vie avec. Personne ne peut jamais sortir de la dépression. Il y a seulement ceux qui y sombrent et ceux qui apprennent à vivre avec. Il n'en existe pas qui en sortent. Devant ces mots crus et secs, blessants de vérité, j'ai compris que j'allais faire partie de ceux qui apprendraient à vivre avec. Plutôt que de détester ces moments de mélancolie profonde et de chercher à les fuir, je pourrais aussi les aimer, les écrire. Laisser une trace éternelle d'une fièvre éphémère, volatile, volage. Peut-être même en rire. L'humour en 2022 est notre nouvelle façon de chialer en économisant des litres de larmes, pour pouvoir transpirer ensuite. Devant ces mots crus et secs, j'ai mesuré le poids de la dépression dans ma vie désormais, en réalisant à quel point j'avais jusqu'à présent été une personne heureuse, vraiment heureuse, profondément heureuse, intrinsèquement heureuse. J'avais toujours su garder une énergie de vivre et un optimisme défiant tout obstacle, une confiance inébranlable en la vie, en ma bonne étoile. Je suis née avec le bonheur gravé dans mon ADN. J'ai existé pour être heureuse et donner de l'amour à ceux que mon cœur choisit.
Je savais qu'être heureuse était un privilège. J'en ai été consciente et reconnaissante à tous les instants. Je ne savais juste pas qu'il était possible d'exister autrement que dans l'euphorie et la passion. Et là, de basculer chez les dépressifs, de me sentir aussi incomprise que tous ceux que je n'ai jamais su comprendre, ça me fait tout drôle. C'est inhabituel, nouveau et inconfortable. Je ne me reconnais pas. Et pourtant, c'est bien moi. La version désabusée de moi-même, immergée dans la désillusion à devoir tout de même reconstruire l'univers, peut-être le rebâtir de façon plus réaliste cette fois, et renaître après le désenchantement avec davantage d'humilité face à tout ce qui nous échappe. Être en dépression, c'est ouvrir les yeux, se rendre compte des choses, voir des choses auxquelles on n'avait jamais fait attention avant alors que c'était juste là, comme prendre la pilule rouge dans Matrix. C'est voir la vie de l'extérieur et lui chercher un sens. C'est une attitude de libre penseur et la sortie par l'éveil d'une vie de paresse et d'ignorance satisfaisante. C'est un peu comme quitter la grande maison avec jardin chez ses parents et avoir son premier studio étudiant de 16 mètres carrés où le loyer tronque les 3/4 d'un pauvre salaire de misère, d'un job de misère, d'un quotidien de misère, avec toutes les obligations et les responsabilités qui s'imposent pour une vie autonome. On savait pas que c'était si dur, avant, quand il suffisait de déposer ses fringues sales dans le bac à linge et demander avec dédain « On mange quoi ce soir ?» Alors certes, il y a le poids de l'inconfort atroce de cette transition, mais n'est-ce pas aussi un avant-goût de liberté ? Justement, je ressens cette sorte de dualité au fond de moi puisque la dépression me rend malheureuse, mais elle me rend libre aussi. Or, la liberté est une forme de bonheur. N'a-t-on pas tous dit un jour que nos années étudiantes comptaient parmi les plus belles et insouciantes de notre vie ? Le bonheur de la liberté est-il finalement plus épais que le malheur de la réalité ? À force de ne rien ressentir, dans la dépression, pas dans les études, on s'en fout de tout. Et comme plus rien n'a de sens et plus rien ne compte, alors plus rien n'a d'importance. Et comme plus rien n'a d'importance, il n'y a rien à protéger et donc rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, je crois qu'on devient soi-même. Tant pis, je m'en fous, devient la réponse universelle à toutes les potentielles conséquences de mon influence sur mon monde. Du fait de n'être coupable de rien, du fait d'être capable de m'en foutre, de ne plus être touché, affecté, parce que la vie entière ne fait pas sens, je n'ai jamais été aussi proche de ce que je suis vraiment, ou de ce que j'aurais dû être depuis toujours. Je me sens proche de mes envies, en l'occurrence proche de moi-même. Plus je m'ancre dans la dépression, et plus je m'habitue à cet état. Le fait d'être moins sensible à la panique du bonheur qui s'en va me laisse désormais prendre le temps de m'observer, d'être à la fois la dépressive et en même temps la personne lucide, observatrice d'un sujet dépressif. Alors dans un sens, je pourrais dire que j'aime la dépression et je ne souhaite plus en sortir. Si Néo avait choisi la pilule bleue, il n'y aurait pas eu de film. Ceci est vrai. J'entends partout et je lis partout qu'il faut se faire aider pour en sortir, qu'il faut lutter contre la dépression, qu'il faut la soigner. Pourquoi on veut soigner ? Soigner quoi ? Je ne vois pas la dépression comme une maladie, mais comme une nouvelle moi. Et pour être honnête, je souffre, mais j'aime bien. La perte de sens est une trêve incroyablement agréable dans la vie. Le retour de l'insouciance dans l'âge adulte. Peut-être que toutes ces années, j'avais juste besoin d'être en dépression pour réussir à dire non, pour ne plus m'encombrer de tout un tas de ressentiments, pour cesser d'accorder de l'importance aux choses futiles, pour écrire, pour partir sur un coup de tête, pour changer de taf, claquer mes sous, créer une boîte, laisser la garde de ma fille à son père, ou traverser l'Atlantique en voilier. Et puis quoi ? Qu'est-ce qui va se passer si je pars ? Qu'est-ce qui va se passer si je renonce ? Le monde peut continuer à exister sans moi. Je constate dans la douleur qu'il continue à exister sans Manu. Alors moi... Non, je ne veux pas me soigner, je ne veux pas guérir, je ne veux pas m'en remettre. Je refuse de retrouver mes barrières mentales et redécouvrir que le possible a des limites. Je veux garder mes failles et chérir mes blessures. Le fait de nommer ces failles traumatisme et les considérer comme quelque chose qui serait nécessairement à guérir barre peut-être la route à d'autres manières de vivre avec ces failles, d'autres façons de les penser. Considérer ces failles comme des blessures mal fermées nous empêcherait peut-être de les considérer comme quelque chose justement d'ouvert, comme une forme de disponibilité de l'esprit, certes très douloureuse, mais qui pourrait s'avérer être une nouvelle manière de la conscience d'être en rapport avec le monde et avec d'autres dimensions de ce monde. Tout aussi simultanément, dans une schizophrénie consciente, je me sens grandir, et je regrette que grandir soit synonyme de pâlir, que la vie ait désormais un goût insipide, voire même amer, que les couleurs autrefois flashy deviennent pastels, délavées et vieillies, qu'il ne suffise plus de cueillir des arcs-en-ciel pour recolorer l'existence. Je regrette que les couchers de soleil ne me fassent plus pleurer, que l'absence des gens ne me rende plus triste, que je ne veuille plus m'encombrer d'un sapin à décorer à Noël, que je ne m'impatiente plus des soirées de Nouvel An. Et pourtant, personne ne cherche à soigner le fait de grandir.
On accepte simplement la perte de fantaisie comme étant une évolution naturelle, une transformation normale. Pourquoi la dépression ne serait pas considérée comme une évolution normale, une nouvelle façon d'être soi, tout comme devenir adulte? Sinon, il faudrait soigner tous les adultes d'avoir perdu leur âme d'enfant. Bien que la dépression offre cette liberté d'être, d'agir, de croire, de renoncer, de hurler, de rire ou de chialer, la fracture de mon histoire individuelle et collective a plongé mes émotions dans un coma. Je vis une nouvelle vie en parallèle de celle que j'aurais souhaité poursuivre et qui m'a été arrachée. Une partie de moi n'est plus là, elle est toujours dans l'ancienne vie. Alors j'avance et j'essaye de remporter cette fameuse course. Quelle que soit ma capacité à rebondir, il y aura désormais et pour toujours un avant et un après 4 septembre 2021. À jamais, la Lily d'avant a disparu, même si l'actuelle peut encore vaguement avoir quelques points communs avec elle. C'est dommage que tu n'aies pas connu la personne que j'étais avant. Parfois j'y pense et j'aimerais te la présenter. Parce qu'elle est bien dans ses baskets, parce qu'elle est très drôle, parce qu'elle est très attentionnée et attachante, parce qu'elle a assez d'humour et d'amour à donner pour remettre en place la paix dans le monde, parce qu'elle fait bien à manger et qu'elle a toujours plein d'idées farfelues pour réunir ceux qu'elle aime autour d'un bon repas ou de formidables événements. Parce que c'est une chouette maman et une incroyable working girl façon Erin Brockovich. Une femme douce et forte, ingénue et sexy, dépendante affective mais joviale. Elle arrive toujours à voir le verre à moitié plein, écoute tous les déboires et console tous les chagrins, trouve des solutions à tous les problèmes et dort comme un bébé. Ou peut-être que tu la détesterais. Moi, ces gens-là, aujourd'hui, je les déteste. Parce que tu la trouverais trop niaise et perchée dans sa bulle flottante à des années-lumière de ta réalité et celle du monde. Son optimisme sonnera faux. Ses phrases toutes faites et prétendument philosophiques sur les recettes du bonheur accessible te paraîtront nunuches et cucu à souhait. Tu lèverais les yeux au ciel en soupirant devant sa candeur puérile, sa rengaine simpliste du positive minding. Adepte de la psychologie de comptoir. Bref, une imbécile heureuse, comme on dit. Alors bon, même si j'ai aimé être l'ancienne Lily, je pense que c'est mieux que tu ne connaisses que la nouvelle, celle qui a malheureusement grandi, celle qui voit le monde en gris, qui considère le suicide comme une issue de secours et qui commente Uber Eats pour un petit creux, qui pleure trop souvent la nuit, qui s'apitoie sur son sort, qui ne veut pas travailler, qui dort le jour et souffre d'insomnie la nuit. Celle qui finalement, sous certains angles, pourrait te ressembler un peu. Et peut-être que c'est pour ça qu'on s'aime tous les deux. Parce que le bonheur ne nous dit plus rien, et parfois même il nous donne la nausée. J'ai toujours pensé qu'on est particulièrement attiré par les autres lorsque l'on reconnaît chez eux des blessures que l'on a en soi. On les aime parce qu'ils ont connu nos souffrances, ou parce que même ils en souffrent encore. Comme si l'amour, de réputation plutôt gai, altruiste et inconditionnel, revêtait un égocentrisme frappant, narcissique et définitivement sadique. Tout ce contre quoi je me bats, et pourtant. Les blessures se croisent, s'embrassent et s'embrasent. Peut-être que j'ai aimé tes blessures, celles de l'emprise que la société et le regard des autres ont sur toi. Prisonnier de tes engagements et de tes responsabilités, esclave de ta propre vie, avec peut-être au fond un désir d'aventure qui se heurte à une époque exagérément rationnelle. Citation de Frédéric Becbédé. Comment s'affranchir du poids des autres et de l'amour qu'on a pour eux, de celui qu'ils ont pour nous? Comment être libre sans blesser? Comment reconstruire sans détruire? Comment ensemble on pourrait sauter le pas, partir et vivre? Et puis quoi? Qu'est-ce qui va se passer si on part? Qu'est-ce qui va se passer si on renonce? Le monde peut continuer à exister sans toi et moi. Je constate dans la douleur qu'il continue à exister. Tout court. La mienne de vie a été remplie de magie et de déchirures. Ce qui est contradictoire, c'est qu'à la fois je n'en retiens que du positif d'un point de vue global et je me vois comme ayant été heureuse tout le long. Mais lorsque je dois la raconter, seuls les passages de souffrance me reviennent, parce que je n'ai jamais réussi à raconter le bonheur. Des histoires sombres, j'en ai plein mon panier, comme plein de gens. Mais je ne suis jamais tombée en dépression, et aucune de toutes les douleurs n'a engendré un ravage aussi dévastateur en moi que la mort de Manu. Il a fallu en arriver là pour qu'enfin je cède à la mélancolie. Mais c'est très bien la mélancolie. Peut-être qu'un jour, quand on arrêtera de vouloir tout soigner, quand on sortira de la dictature oppressante du bien-être mental à tout prix et la propagande étouffante du bonheur à outrance, on ne parlera plus de dépression, mais de mélancolie heureuse. Ce serait comme un compromis entre la prospérité absolue et exacerbée et la vraie dégénérescence cérébrale. L'être un mélancolique heureux. Voilà. Eh ben Lily, t'écris super bien. Merci, c'est Laisse-moi gentil. te le dire. Bah, je voulais écrire un livre, donc ça tombe bien. Prends donc un petit moment pour te moucher si tu veux. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que j'écris beaucoup et que parmi tous les textes que j'ai écrits, celui-là n'est pas le plus beau ou celui que je préfère, mais en tout cas c'est celui que je trouve important dans mon histoire parce que c'est un texte, ce que j'appelle stable. C'est que des fois j'écris des textes que je trouve beaux, bien, ou peu importe, qui correspondent à mon émotion à un moment donné.
Mais quand je les relis plus tard, je les trouve sympas, mais je ne me reconnais plus dedans parce que j'ai évolué. C'est passé, c'est ça. Oui. Et que ce texte, je l'ai écrit en 2022 encore, et je le trouve toujours vrai quand je le relis. Et c'est la première fois que j'écris un truc qui reste aussi stable dans le temps. C'est pour ça que je lui accorde plus d'importance que d'autres. Et en gros, tout ça pour finalement recouper, longue digression, pour recouper avec le fait que donc le deuil, la dépression, le boulot... C'est pas une digression, hein. C'est ton histoire. Oui. Et je trouve ça chouette que tu lises ça pour revenir, qu'on prenne bien conscience de l'état d'esprit dans lequel t'es aujourd'hui et dans lequel t'es passé. Tu spoil d'ailleurs oui, je spoil la suite de l'histoire. Je spoil la suite de l'histoire, exactement. Mais ça a été dur pour toi, j'imagine, après la mort de Manu, de t'occuper de tout gérer, de ta fille, quoi. En fait, j'avais l'impression à un moment d'avoir tout perdu, que le deuil, ce n'est pas juste le deuil de la personne, ce n'est pas le deuil de la présence de la personne, mais c'est plusieurs deuils qui sont en même temps. C'est le deuil de projets qu'on avait ensemble et que je ne ferai plus toute seule. C'est le deuil des souvenirs qui s'estompent avec le temps, même malgré toute mon énergie à essayer de les retenir. Mais ils s'en vont, et il y a un moment, il faut faire le deuil du passé. C'est le deuil de lui, de sa présence, et c'est le deuil de l'ancienne moi, que je ne retrouve plus, qui est vraiment loin derrière, et de devoir m'habituer à une nouvelle personne que je suis en train de devenir et que je ne connais pas. Donc je me rencontre tous les jours, je suis là, bonjour, enchantée. Et en fait, vraiment, c'est un redémarrage un peu à zéro, émotionnellement parlant, dans la vie, dans les choix et dans ma façon même de me comporter avec moi-même. Je ne me connais plus vraiment, alors que je suis une personne, normalement, avant, je me connaissais. J'anticipais, je savais ce qui me contrariait, ce qui me plaisait, Et là, en fait, j'étais une nouvelle personne, et c'est hyper déstabilisant parce que on a l'impression de vivre dans un esprit étranger avec lequel on n'a pas l'habitude de dialoguer, de coopérer, et qu'il faut tout reconstruire. Et donc, j'avais beaucoup de moments d'absence. J'étais plus, comme je l'explique dans le texte, m'en foutais, quoi. M'en foutais de tout. Il y avait plus rien d'important, plus rien de... Et petit à petit, je vivais dans une bulle complètement déconnectée de la réalité. Et, en l'occurrence, avec ma fille. C'est là que je voulais en venir. C'est que j'étais plus connectée, en fait, à ma relation avec elle. J'étais plus connectée à la parentalité même. C'est-à-dire que des fois... je me sentais pas à la hauteur, et je suis pas en train de dire ça parce que des fois je disais à des amis je sens que en ce moment je suis pas une bonne mère. On me dit mais non, t'es une très bonne mère. Je dis pas ça pour qu'on me console. Je sais très bien les moments où j'ai été une bonne mère, je les reconnais. Les moments où j'étais heureuse, je les reconnais. Si je dis que je suis pas une bonne mère, c'est que c'est vrai. Donc je suis quand même assez lucide sur ce qui est bon et pas bon de moi-même. Et c'est pas une victimisation, c'est vraiment que je faisais plus le taf, quoi. Et il y avait des moments où j'étais vraiment dans les vapes, des moments d'absence, je sais pas comment expliquer. Je suis réveillée, j'ai les yeux ouverts, et je m'assois sur une chaise, et 4 heures passent. Et j'ai pas bougé de ma chaise, je regarde dans le vide et complètement absente. Et il y a eu plusieurs soirées comme ça où je me suis rendu compte que le temps passait. Et au moment où je me réveille de mes 4 heures d'absence, je me rends compte qu'il est 23h30, que ma fille est sur le canapé en train de regarder je ne sais même pas quoi sur la tablette. Et que cet enfant n'a pas fait ses devoirs, n'a pas mangé, ne dort pas, n'est pas douché. Et du coup, là, j'étais là, mince, Elena, t'as faim? J'espère qu'elle va me dire non, parce qu'il est quand même 23h30 et il serait temps d'aller dormir. Elle me dit, oui, on veut avec tout son petit sourire, oui maman, j'ai faim, on mange quoi? Mince, qu'est-ce que je fais? Des pâtes? Ouais, mais on a déjà mangé ça hier. Et là, j'étais là, ouais, d'accord, c'est vrai, hier aussi, et avant-hier aussi. Et en fait, tous les jours, je suis absente, tous les jours, je suis pas là. Il y a eu aussi des moments où j'arrivais en retard à l'école le matin. Et le moment de déclic que j'ai eu, ça, je vais vraiment la raconter, cette histoire, parce que c'est vraiment le déclic. C'est un jour où Elena était à l'école, elle sortait de l'école, donc l'école se termine à 16h30 et ensuite il y a le centre de loisirs jusqu'à 18h. Je vais la récupérer à 16h30, hyper important. Je la ramène à la maison, on fait le chemin du retour à pied ensemble, et dans l'ascenseur, on croise la voisine avec sa fille. Donc les deux se connaissent, elle me dit « je peux aller jouer chez la voisine ?» Je lui dis « oui, vas-y, pas de souci. » Donc de l'ascenseur, elle quitte, elle va directement chez la voisine, donc elle ne rentre pas avec moi à la maison. Je vais à la maison, je continue à travailler, etc., etc. Et à 18h,
bah, je vais chercher ma fille à l'école, au centre de loisirs. On me dit qu'elle est pas là, et je panique. Où est ma fille ? Je panique, j'en fais tout un drama, j'appelle mon frère, oui, Elena n'est pas à l'école. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est son père qui m'aurait fait un sale coup ? Pourtant, ça va mieux. On n'est plus dans les sales coups de l'époque et tout. Et mon frère me dit, rentre à la maison, pose-toi. Ah oui, je voulais aller porter plainte et tout. Hein. Ma fille a disparu, quoi. Et donc, mon frère me dit, rentre à la maison, je quitte le boulot, j'arrive, je te rejoins et on va voir clairement ce qui se passe. Du coup, je me dirige vers la maison et en fait, en marchant, en faisant ce chemin école-maison à pied, je repasse par la même petite coulée verte. Je revois un peu, je sais pas, les mêmes couleurs, la même journée. Et j'ai un déclic comme quoi j'étais là il y a pas si longtemps. J'ai fait ce chemin aujourd'hui, non ? Ah mais oui, ça y est, je me rappelle. Ça y est, tout me revient, je me revois, la main dans la main avec Elena en train de faire ce chemin, je me rappelle de ce qu'elle m'a dit, je nous revois marcher là, et je me rappelle de l'ascenseur. Et là, je rappelle mon frère, je dis, ouais, quitte pas le boulot, mec, je crois que mon cerveau, il est cramé, elle est chez la voisine, et c'est moi qui lui ai dit d'y aller, enfin, je suis au courant, en fait, je sais où elle est. Du coup, je suis rentrée, j'ai effectivement récupéré ma fille de chez la voisine, et là, je me suis dit, non, mais ça va pas du tout. J'arrive pas à continuer, je sais pas comment les autres font, parce qu'en parallèle, je faisais partie d'un groupe de parole autour du deuil du conjoint, dans des conditions brutales, plutôt jeunes et tout. Et il y avait plusieurs personnes, des hommes ou des femmes, qui avaient aussi perdu leur conjoint, un peu des circonstances similaires, ou des fois des maladies foudroyantes, ou des crises cardiaques, enfin des choses plutôt brutales. Et certains d'entre eux ont des enfants. Et sauf que dans leur cas, eux, le conjoint décédé était le parent de l'enfant en question. Et on a déjà parlé, donc pendant ces groupes de parole, on a déjà parlé de la difficulté en fait de s'occuper des enfants, d'essayer de donner de la joie, de l'éducation, d'essayer de s'intéresser aussi, de dire montre-moi ton dessin, et de ressentir en fait ce gros décalage avec la réalité, surtout que les enfants a été hyper triste que Manu soit mort, évidemment, sauf que les enfants ont leur façon d'avancer que nous, on n'a pas ou qu'on n'a plus. Et donc, elle a sa façon de vivre. C'est une enfant, j'ai pas le droit de lui enlever ça, j'ai pas le droit de la rendre triste tout le temps ou de la ramener tout le temps à des mauvais souvenirs. Surtout quand je vois qu'elle arrive à avancer, elle est pas obligée d'avancer à mon rythme. Si elle avance plus vite, c'est bien. Et je me suis dit, mais comment font tous ces gens ? Parce que moi encore, j'avais la possibilité qu'un week-end sur 2, elle était encore chez son père. Que la moitié des vacances scolaires, elle était chez son père. Que j'avais le droit de pleurer, de déprimer toute la journée, de pas me doucher pendant une semaine, de pas manger, de ruminer, broyer du noir, écrire. Comment ils font les autres qui perdent leur conjoint, qui est le parent de l'enfant, et qui se retrouvent vraiment seuls face à ça. Et j'ai trouvé ça hyper dur. Et je me suis dit, en fait... peut-être que moi j'aimerais bien qu'elle passe un peu plus de temps chez son père parce que je peux pas lui enlever sa joie et je ne peux pas lui faire subir ce que les gens qui n'ont pas le choix font subir. Les personnes qui n'ont pas le choix parce que le conjoint décédé c'est le parent, en fait on n'a pas le choix, on est obligé de vivre avec, mais encore une fois j'ai de la chance, c'est que moi c'est pas son père qui est mort. Donc j'ai encore une solution de repli que d'autres n'ont pas. C'est que moi, elle passe du temps avec son père, ça se passe bien chez son père. Autant nous deux, on s'entend pas pour des tas de divergences passées, mais bon, après, c'est son père quand même. Et c'est pas quelqu'un de méchant, on a des tas de divergences dans notre façon d'éduquer, dans la façon dont on voit les choses, qu'on a envie de transmettre, pas transmettre. On est comme le jour et la nuit. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas, enfin, papa c'est papa, maman c'est maman, l'école c'est l'école, mamie c'est mamie, et il faut qu'elle s'habitue aussi à vivre avec tout ça. On peut pas protéger les enfants éternellement. Au début, je voulais la protéger de ce qu'il était parce que je trouvais qu'il avait des aspects un peu négatifs et ça me faisait peur. Mais là, elle a 8 ans, il faut aussi qu'elle développe ses propres armes et il faut qu'elle connaisse son père, tout simplement, choisit pas ses parents. Moi, je m'entends pas bien avec ma mère, je me suis jamais très bien entendue avec elle et pourtant, c'est ma mère quand même et ça ne fait pas de moi une personne... ni folle, ni dégénérée, ni voilà. Enfin, je vis une vie normale et bon, j'ai pas des bonnes relations avec ma mère où j'approuve pas certains aspects de l'éducation qu'elle m'a donnée, mais bon, tout va bien. Donc je me suis dit. T'allais lui demander de l'aide alors. Ouais.
C'est ça. Je me suis dit, est-ce que je vais continuer à vouloir la protéger de son éducation, du moment que c'est pas un mec violent et tout. Après, il l'éduque comme il veut. Oui. Et elle se fera sa propre personnalité. Pour revenir à la maternité, on est 2 individus différents. Elle est pas obligée d'être mon clone. Je suis pas obligée de la façonner à mon image, ou qu'elle croie ce que je crois, ou qu'elle veuille ce que je veux. C'est un être humain à part entière. Elle a le droit de faire ses choix. Elle a le droit d'avoir le choix, déjà. Et peut-être que c'était le moment de lui laisser ce choix-là. Et du coup, j'ai dit à mon ex que j'avais besoin d'aide et que j'aimerais bien qu'il reprenne la garde d'Elena pendant quelque temps. Parce que j'étais plus assez solide pour réussir à tout gérer, et surtout que j'avais particulièrement des difficultés à gérer mon deuil. Et du coup, on a échangé la garde en septembre là, donc en septembre 2022. Et donc maintenant, elle habite chez son père, et moi je l'ai un week-end sur 2, moitié des vacances scolaires. Et en plus, quand je dis septembre, j'exagère un peu. En fait, c'était juste après la rentrée que je me suis rendu compte, parce que encore les vacances, ça allait. Mais dès la rentrée, quand les obligations liées à l'école ont repris, c'est là vraiment que j'ai senti. C'est là qu'il y a eu l'histoire que j'ai racontée. Oui. Et du coup, on a échangé la garde en fait fin septembre, début octobre. Donc, il y a eu quand même les 3 premières semaines de septembre où elle était encore avec moi et encore scolarisée à l'école de chez moi. Et peu de temps après qu'on ait décidé qu'elle allait chez lui, donc dans 2 semaines, etc., etc., donc on était un peu dans l'organisation de son départ, j'ai été convoquée par le directeur de l'école, qui m'a dit, moi je savais pas du tout qu'il allait me parler de ça, je pensais qu'il allait me parler du départ d'Elena, parce que moi j'avais pas eu le temps de le dire à l'école, mais je pensais que elle en avait parlé avec la maîtresse et tout. Et là, pas du tout. Il me parlait pas du tout de ça. Il m'a dit, est-ce que vous avez besoin d'aide? Parce que on a remarqué ces derniers temps que Elena, elle arrive à l'école, elle est pas coiffée, elle porte des tenues qui correspondent pas à la saison. Il y a des jours, il fait froid, elle arrive en t-shirt, elle a pas de manteau, les devoirs sont pas faits. Donc, on sait, l'école savait que j'avais perdu Manu et tout. Il m'a dit, voilà, je vous juge pas, j'essaye pas de vous créer des soucis, mais il y a des associations qui aident les parents seuls, etc. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et là, j'ai eu tellement peur. Je me suis imaginée avec une assistante sociale sur le dos, avec des trucs trop compliqués. Je me suis dit, waouh, j'étais tellement contente à ce moment-là de pouvoir assumer, de lui dire, oui, vous avez raison, je le sais. Et c'est parce que je le sais que la solution existe déjà. J'ai pas eu le temps de vous le dire, mais dans 2 semaines, elle va changer d'école et elle va aller vivre avec son papa pour toutes les raisons que vous venez de citer. Et c'est OK. Et j'étais hyper contente d'avoir cette carte-là à jouer à ce moment-là, parce que je me suis dit, si je n'avais pas anticipé mon incapacité à faire face à la situation et qu'il m'avait convoqué là, comme il l'a fait, j'aurais vraiment paniqué, quoi. Je me serais dit, oh là là, ça y est, l'école, elle dit que je suis une mauvaise mère. Et en fait, le fait d'avoir, de mon côté, fait déjà la démarche individuelle de me rendre compte que j'étais plus suffisante, fonctionnelle. Voilà, fonctionnelle, voilà. En tout cas, pour ta fille, quoi. Oui, exactement. Pour elle, pour prendre soin d'elle, pour l'éduquer comme il se doit. Et le fait d'avoir su me dire ça à moi-même, l'avouer déjà avec moi-même, parce que si je l'avais pas avoué à moi-même et que le directeur me l'avait dit, peut-être que je l'aurais mal pris, peut-être que j'aurais dit oui, mais moi je fais tout ce que je peux, vous comprenez pas, vous vous mettez à ma place. Le fait d'avoir déjà avoué toutes ces choses à moi-même, de m'être regardée dans la glace et de m'être dit, voilà, je ne suis plus capable. Je sais que je ne suis plus capable. Il y a un moment, quand on peut pas, il vaut mieux dire qu'on peut pas, plutôt que de lutter pour rien et faire les choses mal. Et du coup, quand il me l'a dit, ça glissait tout seul, quoi. J'ai dit, ah oui, je sais, je suis consciente, et c'est pour ça que la décision est déjà prise. Et ne vous inquiétez pas, tout est under control. Et c'était une carte très agréable à jouer à ce moment-là, parce que j'aurais pu me retrouver complètement démunie dans un dialogue similaire. Voilà. Donc elle est partie chez son père. Pour la justification auprès d'Elena, évidemment, je lui ai pas dit maman, elle est en dépression. Elle arrive plus à se réveiller le matin pour t'emmener à l'école. Je lui ai dit plus tôt, ce qui est vrai aussi, en fait, c'est une autre vérité sur laquelle j'ai mis l'accent, mais qui est vrai aussi. Je lui ai dit, voilà, ça fait 8 ans que tu vis avec moi, parce on s'est séparés avec ton papa très très tôt. Donc il a jamais vécu avec toi au final. Il l'a toujours souhaité. Et peut-être que ce serait le moment que tu vives, qu'il en ait aussi un petit peu, quoi.
Je dis voilà, les juges ont tendance, il paraît, à donner la garde aux mamans quand les enfants sont très petits. Et t'étais très petite quand on s'est séparés. Sauf qu'une fois qu'on l'a donné, après ça change plus. Et parce qu'on veut pas redéstabiliser l'enfant et tout, donc peut-être que maintenant, ce serait bien que lui aussi il ait sa petite part, parce qu'après tu seras grande et tu seras plus ni avec moi ni avec lui, donc peut-être que c'est le moment que tu ailles explorer un peu, et comme ça tu sauras aussi comment c'est chez lui, et tu te feras tes propres idées, tes propres choix. Et donc voilà, donc c'est aussi le moment que lui aussi puisse vivre sa paternité avec toi aussi. Donc elle était plutôt contente, et comme en plus elle avait un demi-frère chez lui, plus le deuxième à venir là qui était sur le point de naître, elle était super contente parce qu'elle se retrouvait dans une vraie vie de famille avec des repas autour de la table avec le petit frère, le bébé qui vient de naître, et les histoires avant de dormir, des dimanches dans le jardin, enfin une vraie vie de famille quoi. À manger sain. Des fois, elle me dit oui, j'aime pas ce que je mange chez papa. On mange que des brocolis, des haricots verts, alors que chez toi c'était trop cool. On mangeait des burgers. Je ne sais pas si. Je crois que tu as gagné au change. Je ne sais pas, mais. C'est ça. Je me suis dit oui, ça c'est pas très flatteur ce que tu es en train de raconter. Ça me fait juste me dire que j'ai pris la bonne décision. Ce n'est pas flatteur. Ce n'est pas pour ces raisons-là que c'est mieux d'être avec moi. Et comment ça se passe alors depuis le mois de septembre là ? Ça fait quelques mois. Là, ça fait quelques mois, ça se passe bien. En tout cas, ça se passe bien avec lui, bizarrement, mais j'ai l'impression qu'au final, même si ça s'était apaisé déjà ces dernières années, mais là, depuis qu'il a la garde, ça s'est vraiment, vraiment calmé. Il est vachement plus à l'écoute, enfin, on arrive à communiquer mieux. Je me rends compte que j'ai été un peu mauvaise langue à son égard, parce qu'il y a eu des moments où j'avais l'impression qu'il s'acharnait à demander la garde, parfois juste pour m'emmerder, et je me suis dit le jour où je lui dirais tu sais quoi, vas-y tiens prends-la, il trouvera mille et une excuses pour pas le faire. J'ai été mauvaise langue sur ce sujet en particulier, parce que le jour où je lui ai dit est-ce que tu pourrais la reprendre, il a fait toutes les démarches très très vite, il l'a récupérée assez rapidement, non sans m'avoir dit ah mais tu me préviens à la dernière minute, je suis pas prêt. Mais finalement il a quand même fait tout ce qu'il fallait pour la récupérer à temps. Il a été vachement enthousiaste, il fait vraiment le boulot pour le coup, donc je suis très contente de ça. On reste très divergents sur l'éducation, mais bon, j'ai aussi appris à accepter qu'on était différents et que elle apprend des choses différentes avec chacun. Après il y a elle le vit pas super bien. À chaque fois qu'elle arrive chez moi, elle est toujours très contente d'être là. Et après, elle est hyper triste de partir. Et elle m'a dit je regrette d'être allée chez papa. Je suis pas très heureuse. J'ai envie de revenir. C'était mieux à la maison. Et pas que pour les burgers. Mais je pense juste qu'avec moi, elle avait plus la possibilité de s'exprimer. On parle. Elle a le droit, en fait, chez moi. De dire qu'elle est pas contente, elle a le droit d'être un petit peu insolente aussi. Oui, puis elle était, j'imagine, toute seule, le centre de l'attention, alors que là, elle se retrouve au milieu de trois, quoi. C'est ça. Et en fait, avec son père, elle a pas trop le droit de dire, par exemple, si elle aime pas un repas, elle a pas le droit de dire j'aime pas. Alors que moi, elle a le droit de dire qu'elle aime pas. Mais elle le mange quand même. Mais elle a le droit de donner son avis, quoi. Et voilà, pour des choses comme ça, où elle me dit qu'elle se sent pas très très bien chez lui, qu'elle regrette, et elle m'a dit ouais mais tu me manques vraiment beaucoup trop. Je lui ai dit oui mais quand t'étais chez moi, ton papa te manquait trop, donc finalement est-ce que on n'échange pas un peu? Elle m'a dit oui c'est vrai qu'il me manquait mais c'est pas pareil. Là je savais pas que ça serait aussi dur. Bah oui. Donc ça m'a fait beaucoup de peine d'entendre ça, et rien que là cette semaine, c'était les vacances scolaires, elle était avec moi pendant les vacances scolaires. Et elle m'a appelé, je crois, mardi, en me disant oui maman, tu sais cette semaine ça va aller très vite pour moi parce que y a le mercredi y a pas école, le jeudi y a la grève ou je sais pas quoi, et en fait vendredi on se voit. J'étais là mais non Elena, c'est pas ce vendredi qu'on se voit, c'est celui d'après. Et j'ai senti qu'on était vraiment décomposée. Ah je croyais que c'était là. Je lui ai dit mais non, ce week-end c'est pas mon week-end, c'est le week-end de papa et tout. Et elle était vraiment triste, et elle m'a dit ah j'avais pas compris, je pensais que c'était ce vendredi. Ah oui d'accord, c'est long. Je lui ai dit t'es triste? Elle me dit non. Je suis là d'accord, tu trouves que c'est trop long? Elle me dit non. Et ça m'a rendue hyper triste, donc je sais que c'est dur pour elle. Je comprends le manque, moi aussi elle me manque, hein, mais
je suis quand même profondément convaincue d'avoir fait le bon choix. Au moins pour l'année en cours. Après, évidemment, tout est évolutif. J'ai pas signé à vie. On a signé pour qu'elle revienne chez moi en CM2. Là, elle est en CE1. Ok. Non, elle est en CE2, pardon. Je veux pas couper. C'est une bonne illustration de pourquoi c'est bien que... Oui, en fait, elle était avec moi, donc le CE1, donc c'était l'année du décès de Manu. Ouais. Et là, en CE2, on a échangé la garde en cours de route et il est censé la garder, du coup, la fin du CE2 et l'année du CM1. Et en CM2, je la récupère. Okay. Voilà. Donc, de toute façon, c'est temporaire, même si ça reste long. On parle en années, et surtout pour un enfant, c'est hyper long. Elle aura l'impression d'avoir vécu 10 ans, elle. Mais c'est bien pour toi, non? En fait, parce que oui. Non, tu m'as parlé de son père, tu m'as parlé d'elle, mais tu m'as pas parlé de toi. Moi, ça me rend triste qu'elle soit triste, et ça, c'est vraiment le truc le plus dur à porter. C'est vraiment le fait que moi, je sais de façon très très réaliste et pragmatique que c'est mieux pour elle qu'elle soit chez son père, mais elle est pas dans le réalisme et le pragmatisme, elle est dans l'émotion, elle est dans le sensoriel, et donc elle le vit pas super bien, et ça me rend triste. C'est un peu ce qui me plombe un petit peu. Après, je me raccroche à l'idée que c'était une bonne chose. Après, moi, indépendamment d'elle, ouais, ça me fait du bien, oui. Je veux dire, ça m'a permis de faire plein de choses, de pouvoir un peu partir sur un coup de tête. J'ai de la chance de faire un boulot avec pas mal de télétravail, de pouvoir m'isoler des fois un week-end en Normandie, télétravailler de là-bas, ce que je pouvais pas faire quand il fallait la déposer à l'école le matin, la récupérer le soir. Et du coup, j'ai moins d'obligations. Il y a des jours, si je mange pas, tant pis, j'ai pas mangé. Il y a des jours, il y a rien dans le frigo, tant pis, il y a rien dans le frigo. Je me laisse un peu aller, c'est bien et pas bien, enfin je sais pas, mais en tout cas, un peu comme je le disais dans le texte, je m'en fous. Il y a des moments, j'ai juste envie d'aller mal et c'est ok, quoi. Et du coup, je suis très contente d'avoir ces moments-là où j'ai le droit d'aller mal. Et voilà, et j'en ai marre d'essayer d'aller bien, parce que voilà, pendant toute la première année, j'ai tenu le bateau, j'ai fait semblant. Et là, ça me fait du bien de relâcher un peu prise et d'avoir le droit d'aller mal. Il y a des matins, je me lève même pas de mon lit du tout parce que je suis patraque et que j'ai pas envie. Et finalement, oui, ça fait du bien. Et surtout, ça fait du bien aussi de savoir que même si elle le vit pas très bien, elle est quand même entre de bonnes mains, quoi. C'est son père. C'est pas que je la laisse à une nounou, c'est pas... je la laisse pas aux grands-parents, c'est son père, et ça, c'est tellement réconfortant, quoi, de se dire... Alors que si on rembobine ce podcast, il y a eu quand même le moment où je me disais que si j'avais pu... Oui. Plusieurs reprises, tu l'as insulté, hein, clairement, voilà. Pendant la première partie du podcast. Exactement. Et du coup, c'est vrai que là, je me suis dit, en fait, c'est tellement incroyable. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse de savoir que cet enfant a un père. Et c'était vraiment la chose, je crois, la plus réconfortante que j'ai pu avoir. D'où l'évolution, en fait, de l'histoire, parce que c'est vrai qu'à bien des moments, je me suis dit, oh là là, si ce mec n'existait pas, ma vie serait tellement mieux. Elle aurait été mieux si Manu était resté, effectivement, j'en sais rien, oui. Mais là, la tournure qu'ont pris les choses fait que je suis très très contente qu'il soit là. Et vraiment, nos relations se sont vachement apaisées. Je pense que lui aussi, me sachant en deuil, il a aussi pris un certain recul sur les disputes potentielles qu'on pouvait avoir, et voilà, tout se passe vraiment mieux. Il est super content d'avoir sa fille aussi. Il est reconnaissant aussi que je lui ai laissé sa fille. Alors que voilà, c'est pas que je lui rends des services, c'est surtout lui qui m'en service, mais lui, il le voit pas comme ça. Et donc voilà, donc tout se passe mieux. En tout cas, je suis très contente d'avoir pris cette décision. Et même si c'est passager, ça me réconforte énormément de savoir qu'elle est entre de bonnes mains, qu'elle a eu une vraie vie de famille. Après, socialement, ça n'a pas été simple de dire que je renonçais à la garde de ma fille. Et ça aussi, ça a été une décision hyper dure et compliquée à prendre, et socialement compliquée à prendre. Au moins aussi dur que de divorcer à 27 ans. Ah ouais. C'est que... On t'a jugé ? Bah, bien sûr. Oui. Je suis la mère. Bah oui. Mère indigne. Exactement. J'étais la mère indigne. Et attends. C'est quoi ? Je vais essayer de trouver un texto d'une copine, même. Un texto d'une copine ? Ouais, qui m'avait incendié. Faut savoir changer de copine parfois. Non, c'est une personne vraiment très chouette. Mais elle était inquiète pour moi, et elle m'a proposé que ce soit elle qui reprenne Elena. Ah ouais. Et du coup, j'avais dû lui faire un gros truc pour lui dire ça suffit, laissez-moi tous tranquilles.
Elle m'avait dit qu'elle était hyper embêtée, non, je trouve pas, il est trop vieux le message. Bon, c'est pas très grave, mais... Mais en tout cas, oui, socialement, ça a été compliqué parce que entre les gens qui me disent oui, elle va t'en vouloir plus tard, elle va penser que tu l'as abandonnée, elle va être traumatisée, t'es en train d'abandonner ta fille, les enfants sont venus avec leur mère, et il y avait des moments, j'étais là, mais les gars, je suis pas en train de l'abandonner à poil, attachée à un arbre dans une forêt dans la nuit sous la pluie, quoi. Elle va juste chez son père avec ses 2 demi-frères, quoi. C'est quand même une vie de famille là-bas aussi. Wow. À lui, pendant 8 ans, on lui a jamais dit qu'il avait abandonné sa fille parce qu'elle était avec sa mère. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'imagine pas. Je ne pense pas qu'on lui ait dit ça. Et du coup, moi, je me suis retrouvée complètement, sous les trucs de oui, machin, abandonné. Vraiment, le mot abandonné revenait souvent. Et puis, le côté, elle va t'en vouloir plus tard, tu vas la perdre. Et moi, je me suis dit, mais je vois pas pourquoi je la perdrais. Enfin, je veux dire, on parle quand même de 1 an et demi dans une vie entière. Et puis, moi, j'ai confiance qu'elle comprendra quand elle sera grande. Je pense pas que... Les gens parlent d'eux souvent quand ils te font des remarques. Tu vois, quand ils te font des critiques, c'est souvent ils sont en train de parler d'eux où ils sont. Oui, c'est possible, mais il y avait des gens qui n'avaient même pas spécialement d'enfants qui me disaient ça. C'est pas parce que t'as... Au contraire, c'est pas parce que t'as pas d'enfants que t'es pas moins tolérant, moins intolérant avec les parents, quoi. Voilà. Lily, merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi. J'avais une dernière question pour toi. Que je pose à toutes mes invités, ou presque, ou tous mes invités. Si ta fille écoute ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de lui dire là? Que je suis très fière d'elle, que je sais que tout ce qu'on lui a fait subir depuis qu'elle est née, c'est pas évident. Qu'elle n'a pas eu une vie facile. En tout cas, un début de vie facile. Que je suis désolée pour tous ces hauts et ces bas, toutes ces déchirures qu'elle a eu à subir, mais que quand même, en vrai, ça va, parce que il y a des enfants qui n'ont pas de parents, il y a des enfants qui naissent dans des conditions beaucoup moins sympas que ça, et qu'en vrai, même s'il y a eu des hauts et des bas, c'est fait pour grandir, c'est fait pour apprendre la vie. Mais j'ai vraiment confiance que ce sera une personne très compréhensive. Elle est vraiment très éveillée, elle est très philosophe aussi. Et du coup, je pense quand même que malgré tous ces moments difficiles, ma chérie, tu pars avec beaucoup d'avance dans la vie. Pour tout le reste, tu pars quand même dans un environnement qui est chouette et qui t'aidera à avancer parce qu'on est là, parce qu'on a un travail, parce qu'on a un toit, parce qu'on t'aime, parce que tu subis pas de violence, parce que plein de choses, t'es quand même bien loti. Donc il faut pas focus sur ça, il faut surtout se dire que c'est la vie et que c'est des choses qui t'ont rendue super intelligente et que je suis hyper fière de toi. Merci Lily pour ce super témoignage. C'était de très rien. beau. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.